édition de webinaire UMGCCP sur les innovations et solutions techniques. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc le gaz et dans un monde décarboné. C'est un sujet qui est au cœur de nos métiers et que l'on soit prescripteur, que l'on soit installateur ou acteur de la filière, on est tous concernés par ce sujet. Comme je viens de dire, dans un contexte de transition énergétique accélérée, on fait face aujourd'hui à de nombreux défis, notamment la réduction des émissions de carbone, les évolutions réglementaires, les attentes des clients aussi qui sont de plus en plus importantes et également la maîtrise des coûts et performances des installateurs. Une question que l'on se pose souvent et chez les professionnels, c'est quelles sont plutôt les solutions à mettre en œuvre concrètement aujourd'hui sur le terrain. L'objectif justement de ce webinaire est bien de vous éclairer justement et vous apporter des éléments de compréhension, des solutions techniques existantes et également des retours d'expérience concrets. Le tout sur un sujet clé qui est le rôle du gaz et des solutions hybrides dans le mix énergétique de demain. Pour répondre à ces enjeux, nous avons invité 3 partenaires qui vont apporter des regards complémentaires, des visions bien entendu stratégiques, des solutions techniques et des retours terrain. Nous commençons avec Karine Seredi, que je salue encore une fois. Merci Karine d'être parmi nous. Karine qui est responsable partenariat filière chez GRDF CJBAT, qui va nous apporter son éclairage dans le cadre global, notamment un éclairage sur les enjeux énergétiques actuels, sur le rôle de l'électrification mais aussi ses limites, le développement du biométhane et enfin la place des solutions hybrides, notamment la PAC hybride en termes de performance et de confort, de maîtrise des coûts. Nous poursuivrons avec Gauthier Villemain, chargé des marchés durables chez Butagaz. Merci Gauthier d'être parmi nous et ravi d'avoir fait ta connaissance. Gauthier nous présentera donc le biopropane, ses modes de production et ses usages, un panorama des solutions propane disponibles aujourd'hui et un focus sur des applications spécifiques, notamment les solutions de relève biomasse. Et puis, nous aurons le plaisir d'écouter Joachim Fernandez de Castro, qui est président Habitat Plus et qui est parmi nous pour témoigner également sur la théorie de la réalité du terrain, les projets concrets, les choix techniques effectués, les contraintes rencontrées et les attentes clients. Je souhaite également remercier mon collègue Mohamed Abaoui qui co-anime cette réunion avec nous, Mohamed qui est ingénieur technique à l'UMGCCP et qui est disponible également pour répondre à vos demandes, notamment sur la partie gaz. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Ce webinaire va nous permettre d'avoir donc une vision complète, stratégique, globale jusqu'aux réalités du terrain. Et pour ne pas prendre plus de votre temps, je souhaite donner la parole à Karine pour nous présenter cette émission. Merci Karine. Merci Karine du coup et bonjour à tous et donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc très rapidement le plan de ce webinaire, on va effectivement parler un petit peu du contexte politique actuel et donner ce cadrage-là. Puis nous irons au cœur du sujet en parlant du verdissement des énergies et de l'efficacité énergétique avec une vision donnée par moi-même et ensuite par Gauthier qui représentera Butagaz. Et enfin, on ira un petit peu sur le terrain car demain et après-demain c'est le client et ça c'est Joachim qui nous en parlera avec la vision des professionnels du gaz.
Donc, le contexte et enjeu de la transition énergétique, comme vous le savez, les annonces récentes, du mois d'avril, qui ont accéléré le plan d'électrification avec pas moins de 22 mesures, le cap donné est assez clair par les pouvoirs publics, faire de l'électricité le pilier central de la souveraineté énergétique, à travers un plan massif d'électrification. Mais cette trajectoire, très orientée mono-énergie, comporte plusieurs limites. Excusez-moi. Et donc, on en a soulevé 4. Donc déjà, la problématique du pouvoir d'achat et donc la solvabilité des ménages pour financer les rénovations. Deuxièmement, la disponibilité de la main-d'œuvre. Effectivement, il y a un vrai problème de formation, de recrutement, aujourd'hui, notamment dans le BTP. Mais pas que, mais aujourd'hui ça nous touche. Enfin, la capacité des réseaux électriques, notamment lors des pointes hivernales et des appels de puissance très élevés, on va le voir après. Et enfin, le coût global de cette transformation au niveau macro, car cela nécessite du renforcement. On voit bien qu'on ne peut pas décréter une transition énergétique sur des discours politiques, mais il faut bien se fier à une réalité technique, économique et sociétale. On a bien besoin de ce triptyque-là et d'avoir ces 3 enjeux-là. Ceci étant dit, et pour illustrer mes propos, je vais me baser sur une courbe qu'on aime bien chez nous, qu'on peut appeler la courbe du mix énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a la courbe de l'appel de puissance en gigawatts, d'accord, d'avril 2023 à mars 2024. Elle a été réactualisée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur une année, le profil est toujours le même. On a un profil qu'on appelle thermosensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, on a un profil, un appel de puissance qui est lié à la température. On le voit, en été, il y a une zone un peu plus basse, et en hiver, on a un pic un peu plus élevé. On voit qu'on a un rapport de 4 entre l'appel de puissance entre l'été et l'hiver, qui est assez impressionnant. Allez, au niveau macro, on va retenir qu'on a besoin, en hiver, ça monte au-delà, je suis sympa, je veux dire 200 gigawatts, on voit qu'on a même des pointes au-delà de 250. Et les besoins électriques actuels, la capacité électrique, tout cumulé, nucléaire, importation, thermique à flamme et ENR pilotable, va jusqu'au, pareil, je suis sympathique, on va dire jusqu'à 100 gigawatts. Donc on voit qu'il faut doubler. Donc actuellement, on voit qu'avec une mono-énergie, on ne peut pas assouvir les besoins de la France. Ça, c'est factuel. Ou alors, si on veut assouvir ses besoins avec une seule énergie, ça veut dire qu'il faut dimensionner cette pointe, il faut dimensionner cette capacité à la pointe. Et donc, quid du stockage en quantité? On ne parle pas des petites batteries, au niveau macro. Donc voilà, ça c'est très intéressant à avoir en tête. Aujourd'hui, le gaz, effectivement, en a sous le coude, même si on est sous sol, on ne voit pas trop, mais on a une belle capacité de réserve. Et on peut fournir notamment les appels de pointe en hiver. C'est ça qu'il faut retenir. L'autre message que je voulais passer, c'est qu'il faut distinguer 2 usages. On a les usages dont on a besoin toute l'année. Électrique, dit spécifique électrique. Typiquement, ma télévision, mon ordinateur sont des usages que je vais alimenter toute l'année. Versus les usages dits saisonniers, typiquement le chauffage. Voilà. Qui, eux, on le voit, sont une pointe et en hiver. D'accord? Et donc, le nucléaire, qui est super parce qu'il est décarboné, c'est pas avec le nucléaire qu'on va pouvoir bien moduler. Il y a plusieurs autres techniques électriques pour moduler. Donc l'objectif va être effectivement d'électrifier les usages, on le voit, et nous on est OK avec ça, mais soyons pragmatiques. Il y a des usages qui se prêtent bien à l'électrification, tels que la mobilité du particulier ou les serveurs électriques, où on est en vie en France parce qu'on a une électricité assez décarbonée. Mais quid des usages du chauffage? Si tout le monde avait un usage électrique en chauffage, et on aurait une pointe encore plus élevée. Voilà, j'ouvre la question. Donc soyons un petit peu pragmatiques, sachant que le réseau de gaz, et là on a une approche systémique, ce réseau pour la distribution de 205 000 km, soit 5 fois le tour de la Terre, qui est déjà amorti, financé, payé et opérationnel, qui en plus est un vecteur de décarbonation, car complètement compatible au gaz vert qui circule dedans. Et cela m'amène, avec une transition, effectivement au biométhane. Quand on a dit tout ça, avec l'approche du triptyque, énergie, coût, carbone, c'est là que le biométhane a tout son sens, car c'est une filière industrielle mature. Et au-delà de mes propos, je vais vous amener des indicateurs, des ratios concrets qui montrent, et solides, qui montrent que la filière est prête. Il faut savoir déjà que c'est une filière récente, qui a 15 ans. La loi qui permet d'injecter du biométhane, du biogaz épuré dans le réseau de gaz date de 2011. C'est assez récent. Et donc le premier site d'injection, il vient de 2011. Depuis 2011,
on a augmenté par 10 en 7 ans le nombre de sites raccordés. Aujourd'hui, et j'ai regardé sur le site que je vous ai mis, je vous rends autodidacte, mais c'est un site très pratique qui vous permet de voir à l'instant T le nombre de sites de méthanisation. Vous pourrez cliquer dessus. C'est un Open Data Réseau Énergie, ODRE, ODRE. Et donc on est à 830 sites au 4 juin 2026. On voit qu'on a une croissance de 30% par an. La France est le leader européen avec près de 16 TWh de capacité, qui c'est équivalent à plus de 4 millions de logements neufs en consommation hivernale, donc c'est pas rien. Et un autre indicateur très important, il y a près de 1500 projets en développement dans le pipe à venir. Parce que nous avons la vision en amont, en tant qu'acteurs gaziers, des projets qui vont sortir, quand on est les premiers informés, pour savoir si on va pouvoir injecter, absorber cette capacité de biométhane. Et une autre information importante, plus d'un million de foyers se chauffent au gaz vert. Donc tout ça est pour vous informer, et pour informer que vraiment ça permet de verdir et que ce biométhane est déjà une réalité. Et il s'inscrit dans une problématique en 3 temps. Et ça, c'est fidèle au projet entreprise de GRDF. Tout d'abord, on a la sobriété. Et ça, vous le savez, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, pour ne pas citer un sponsor. Mais donc la sobriété, c'est consommer moins, avec des éco-gestes, l'espace client, pour avoir la mesure de ses consommations, mais aussi l'optimisation des chaufferies, très important. Sans investissement fort, vous allez pouvoir réduire vos consommations avec des petits gestes d'optimisation. En deuxième, palier au-dessus, on va aller sur des leviers d'efficacité énergétique. Consommer mieux, on va le voir après, on va parler de pack hybride, rénovation globale, chaudière performante et solutions d'hybridation. Et enfin, le peu que je n'ai pas réussi à diminuer, eh bien je vais le décarboner. Le peu que je n'arrive pas, parce qu'il y a un petit peu de conso, je le verdis avec notamment, on l'a vu, le biométhane. Et donc c'est comme ça, via ces 3 leviers, qu'on va accompagner les clients dans la décarbonation. Donc il faut voir le réseau de gaz comme un levier majeur de décarbonation, complémentaire et non pas ennemi à l'électricité. Voilà un petit peu ce message-là. Alors, 2 piliers très simples à retenir. Objectif 20% de gaz vert en 2030, c'est demain. Donc on est assez rassuré parce que c'est 20% sur la consommation qui diminue chaque année. Donc il est plus facile de verdir une consommation, un dénominateur qui diminue. Et 100% de gaz vert en 2050 avec des potentiels estimés qui sont déjà là, avec plusieurs manières de faire du gaz vert au pluriel. La famille des gaz verts est au pluriel. Donc, on a beaucoup parlé de biométhane, mais je crois, Gauthier, que ce n'est pas la seule énergie qui se vertit et tu vas nous parler donc de propane. Tout à fait, Karine. Merci pour ces éléments factuels, et puis merci pour la transition. Bonjour à tous. Donc, on va parler en effet de propane, qui est un peu moins connu que le méthane en général, puisque le méthane est gaz de ville, et nous, on en fait le gaz des champs, tout simplement. Là où le réseau ne passe pas, on apporte de l'énergie directement en citerne et en bouteille auprès des clients. Évidemment, tout le monde connaît le propane, de nom. Et surtout, tout le monde connaît le GPL, ce fameux GPL qu'on trouve dans les stations-service, que tout le monde appelle GPL, nous ce qu'on appelle le GPL carburant chez les propaniers. Mais en fait, le GPL, c'est bien le butane et le propane, gaz de pétrole liquéfié. Ça a toute son importance, tout simplement, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on est sur du gaz de pétrole liquéfié fossile. Mais on a des solutions, et c'est toute la transition qu'a fait Karine, sur du biopropane. Qu'est-ce que ce biopropane? Enfin, vous allez voir sur les courbes qu'on voit ici. Pourquoi c'est intéressant? C'est que à gauche, j'ai pris... Parce qu'on a un graphique de notre syndicat qui s'appelle France Gaz Liquide, qui est plutôt avec Habitat, et à droite, c'est vraiment du graphique pur et dur pour se rendre compte de la décarbonation. Si je prends le graphique de droite, on se rend compte que par rapport à du fioul domestique, en passant du propane fossile, on a gagné déjà 13% de décarbonation. Donc le gaz est déjà plus décarboné, et pour information, on a un meilleur PCI ou PCS que le fioul, ce qui fait qu'automatiquement, on va gagner en efficacité et en budget, tout simplement. Et sur la partie du biopropane, on a, vous voyez, un mix moyen 2023 qui regroupe en fait ce que les autres codes que vous avez à droite, la graisse animale et les huiles de cuisson usagées. Parce qu'en fin de compte, ce biopropane, je vais vous expliquer un petit peu comment il est produit. C'est important d'avoir une idée un peu de comment ça se produit, parce qu'on n'est pas du tout sur la partie biométhane qu'on connaît, ces énormes un peu champignons qu'on vend de la route. Rien à voir avec tout ça, bien que on ait les mêmes, on dirait, efficacité énergétique à la fin sur la décarbonation. Donc, pour faire très simple, ce biopropane, vous voyez qu'on a 42 grammes de CO2 en mix moyen. Donc 84% de décarbonation par rapport au propane fossile et 86% par rapport au fioul domestique. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Vous allez voir qu'à la fin, les 16% restants, c'est en fin de compte du carbone incompressible qui est lié à nos activités. Je vais vous détailler par la suite. Comment est-ce qu'on produit ce biopropane en fin de compte? Ce biopropane, on va prendre l'exemple justement de l'huile de cuisson usagée. Pour faire simple, un agriculteur a planté un tournesol. Ce tournesol va être fauché.
emmenée pour faire de l'huile. Cette huile va être utilisée chez McCain ou alors sans citer vraiment de grandes marques, mais des gens qui vont faire des chips, des frites. Une fois que c'est essoré, que ce carbone est utilisé, donc c'est un carbone qu'on va recycler, il y a deux solutions. Soit ce carbone on le détruit, on l'a perdu, c'est quand même dommage, soit on l'emmène via un grand acteur de l'énergie, un grand pétrolier français que je ne citerai pas, mais qui a une bioraffinerie dans le sud de la France. Et cette bioraffinerie va appliquer ce qu'on appelle un hydrotraitement que tout le monde connaît, ou beaucoup de personnes connaissent sous le nom de HVO. Pourquoi on le connaît? Parce qu'en fait, c'est pareil que pour le GP de carburant tout à l'heure, on entend HVO pour le diesel des camions. On entend chez les transporteurs qui utilisent du HVO. Mais en fin de compte, le HVO, c'est une vulgarisation du langage, puisque cet hydrotraitement appliqué aux graisses animales ou aux huiles de cuisson usagées qui a permis de refaire du biopétrole. En fait, ce biopétrole, il a la même chaîne carbonée, donc les mêmes caractéristiques physico-chimiques que le pétrole fossile. Et en craquant ce biopétrole, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tous les biodérivés. Le biokérosène, le biopropane, le biobutane, et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle du biokérosène? C'est pas un hasard, c'est qu'en fin de compte, on a de plus en plus de bioraffineries qui se montent en Europe. C'est vraiment un programme européen, c'est parce qu'on veut décarboner l'aviation. Nous, quelque part, on récupère ce biopropane avec grand plaisir, parce que quand on craque du pétrole avec tous ces biodérivés, et à la base, c'est fait pour faire du biokérosène pour décarboner l'aviation. Et évidemment, tous les pétroliers européens et mondiaux sont sollicités afin de décarboner l'aviation d'ici 2050. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'offres, ce qui fait que forcément, qui dit plus d'offres avec une demande constante ou un peu en évolution, on a une molécule qui en plus a une attractivité et une variation de tarifs qui est en faveur du consommateur à l'avenir. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Tu peux passer à la suite. Merci. Et du coup, la performance du biopropane est intéressante, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Pourquoi c'est intéressant? Je vous ai dit qu'il restait 42 grammes de CO2. Ces 42 grammes, ils sortent d'où? Tout simplement, vous avez l'ensemble du graphique et à la droite, vous avez deux petites bulles. Gaz propane, gaz biopropane. C'est les deux types d'extraction différentes. C'est, comme je disais Karine tout à l'heure, il y a des modes de production qui diffèrent. Par contre, comme le biométhane, on a des caractéristiques physico-chimiques qui sont identiques. À savoir que ce soit propane ou biopropane, ils sont parfaitement miscibles et les molécules sont identiques à la loupe. C'est-à-dire que vous aurez le même PCI, même PCS, et en fin de compte, c'est juste une option contrat ajoutée, puisqu'on va fonctionner par système certificat, comme beaucoup d'énergie verte, en tout cas, produit par réseau, distribué par réseau. Donc, ces 42 grammes, une fois qu'on prend les deux petites bulles à droite, ce qui reste, mon biopropane, c'est du recyclé pour faire mon biopétrole à la base, ce qui fait qu'on est considéré à 0 g de CO2. Donc la combustion elle-même que vous voyez au milieu est à 0 g de CO2, si on part du principe que c'est la molécule considérée. Si on était, entre guillemets, basé que sur la production et sur la combustion, on dirait on a 0 g. Sauf que c'est pas vrai. On a aussi, nous, en tant qu'énergéticiens, un devoir, et notamment on est contrôlé, comme toutes les énergies, par l'ADEME, et ce qui est normal, on a un devoir de transparence. Entre-temps, on a mis des sites industriels, on a dû stocker ce gaz via justement nos centramplisseurs. On a aussi des livraisons gaz, on a des camions qui sont sur la route pour livrer nos clients, donc qui émettent du CO2. Puis on a quand même une citerne. Cette citerne a été produite, et cette citerne elle a un cycle carbone. Comme toute production, qu'on le veuille ou non, au monde, on est carboné. Donc du coup, c'est les 16% restants, c'est ces fameux 42 grammes. Tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a moins 84%, et surtout ce qui est intéressant pour le client final, c'est que c'est juste une option de contrat. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de modifier l'installation, il n'y a pas besoin de faire appel à son feu chauffagiste par la suite pour faire des réglages. On est vraiment sur quelque chose de simple. Une option activée comme pour le biométhane, tout simplement. Et en parlant d'options, on accompagne nos clients au mieux. Aujourd'hui, on se dit comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients, que ce soit particuliers ou professionnels, parce qu'aujourd'hui, on accompagne aussi les professionnels qui ont aussi des contraintes réglementaires, et on propose des différents paliers d'incorporation. 10%, 20%, 30%. Et vous voyez la décarbonation qui correspond en dessous. 8,4%, 6,8%, ainsi de suite. Et on est certifié ISCC+. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un schéma obligatoire qui est lié à l'ETS2, qui est une réglementation, voilà, tout simplement. Pas la RED 2, excusez-moi. Et en fin de compte, cette RED 2, ce schéma volontaire, quand vous passez sur un contrat biopropane, tous les mois suivants, à peu près au 15, on envoie au client son certificat de décarbonation, comme quoi il a bien pris ce contrat et bénéficie de décarbonation liée à son usage, tout simplement. Et nous, ce qu'on propose en plus chez Butagaz, c'est tout simplement de compenser le carbone fossile. Dans chaque offre biopropane, on compense, c'est compris dans l'offre. C'est-à-dire que vous voyez, 10%, on a 8,4% de décarbonation, ce qui fait que réellement, on a encore 91,6%.
de carbone fossile. Qu'est-ce que c'est que la compensation carbone? C'est, de notre côté, on prévoit des projets pour se dire, sur 8 tonnes de propane classique, il y a 3,45 tonnes de CO2. Avec la décarbonation, il y a moins 8,4%, donc il reste un nombre de CO2 qui sont dans les 80,6 que j'expliquais. Et on prévoit de planter des arbres afin que le carbone émis soit récupéré, afin d'atteindre une certaine neutralité carbone par la suite. Donc on a réfléchi à une offre complète, tout simplement. Du coup, pour le particulier, c'est vraiment un engagement éco-citoyen aujourd'hui de partir sur du biopropane. Par la suite, on est en train de travailler sur la réglementation aussi auprès des pouvoirs publics pour qu'on soit de plus en plus reconnu pour incorporer, y compris dans le bâtiment en général, tout ça sur les DPE, ce genre de choses. On est en train de travailler dessus, on a bon espoir que ça aboutisse rapidement. Et par contre, sur, on va dire, du professionnel ou même petit professionnel, ça marche également, ils peuvent s'engager pour le développement durable. Il y a aussi le rapport de politique RSE qui est de plus en plus, on va dire, qui est de plus en plus présent dans les entreprises, y compris sur les entreprises de taille moyenne ou petite. On a valorisé son engagement auprès de ses clients. On a de plus en plus de clients qui, mine de rien, recherchent, par exemple, vous êtes amené peut-être à faire du petit hôtel-restaurant. Les clients sont de plus en plus sensibles et on les sensibilise de plus en plus, y compris dans les hôtels-restaurants, avec comment est-ce que vous êtes venu, en voiture, en train, voilà. Donc, il faut faire prendre conscience aux clients de l'impact environnemental de son action ou de son tourisme. L'alimenter sur un rapport de développement durable qui va rejoindre fortement la politique RSE et se différencier de son secteur sur certaines entreprises, des marchés niches ou des entreprises à valeur ajoutée, mine de rien, par rapport à des concurrents, d'être décarboné, ça peut apporter un plus, pareil à leurs clients. Et en fait, on a fait le tour, je dirais, des énergies, et maintenant, on a parlé de l'efficacité énergétique des matériels, on va parler maintenant de d'hybridation avec Karine, de nouveau. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et donc, on le voit, le verdissement est indispensable, mais il ne suffit pas. On va donc parler du deuxième levier d'efficacité énergétique. Et donc, pour ce faire, je vais parler de solutions d'hybridation. Alors, le mot hybridation, on peut mettre plusieurs solutions dans cette famille-là. Et là, on va faire un zoom sur la PAC hybride, qui est un fort levier d'efficacité énergétique. Donc déjà, on va définir qu'est-ce qu'on entend par PAC hybride. Ça va être une solution composée d'une PAC thermodynamique électrique et d'une chaudière gaz à condensation, sans oublier la régulation, qui est le cerveau de l'opération, qui va permettre de basculer d'un équipement à un autre en fonction pour avoir le meilleur rendement. Donc effectivement, en mots-clés, la PAC va fonctionner en conditions favorables et la chaudière gaz prendra le relais en cas de grand froid. Et comme ça, on est sûr d'avoir une bonne garantie avec une régulation possible sur plusieurs paramètres. Les bénéfices sont nombreux, on en a listé ici 4. Optimiser la performance énergétique, on l'a dit, puisqu'on est sûr de fonctionner avec l'équipement au meilleur rendement. Garantir un confort constant, oui, surtout en cas de grand froid, parce que les performances des PAC peuvent être un petit peu réduites, même si c'est moins le cas avec les fabricants, mais en tout cas la chaudière gaz fera le boulot. Et limiter surtout les pics de consommation électrique, toujours en période de grand froid, puisqu'on va venir soulager le réseau électrique, c'est la chaudière gaz qui va prendre le relais. Et enfin, maîtrise des coûts, puisqu'il y a une régulation possible sur le prix des énergies. On rappelle que le coût du gaz est quand même encore inférieur au coût de l'électricité. Et donc on voit que cette solution-là va permettre non pas d'opposer les énergies, mais de les combiner intelligemment et de les faire travailler ensemble, et surtout de décarboner sans mettre en tension le réseau électrique. Cette solution-là, elle s'applique à la fois dans le neuf ou dans la rénovation, que ce soit dans le logement collectif ou dans le tertiaire. Tous les chemins mènent à l'hybride, comme je dis souvent, en moyen mnémotechnique. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que je vais pouvoir adapter ma solution en fonction du profil de mon client. Veut-il absolument décarboner? Quelle est la puissance, l'encombrement? Est-ce que c'est de la rénovation? Y a-t-il un problème d'acoustique, du voisinage? Est-ce que c'est du tertiaire public ou est-ce que c'est plutôt de l'individuel? Donc en fonction des paramètres d'entrée, j'aurai une solution d'hybridation à proposer, qui peut différer selon les paramètres. Donc elle est vraiment adaptable. Là, je voulais faire un petit point sur l'accompagnement, comme vous allez le voir, multicanal et très complet que nous faisons au sein de CJBAT, mais également GRDF, via vos interlocuteurs privilégiés sur la PAC hybride. L'objectif pour nous est de sécuriser les installations et de faire en sorte qu'il y ait de belles références sur le sujet. C'est pour ça qu'on met en avant l'instrumentation. Donc on a actuellement 21 sites qui sont instrumentés de plusieurs marques, d'accord, que ce soit rénovation neuve, toujours pareil, tertiaire ou logement collectif, pour avoir le plus de retours possible, et surtout pour casser les idées reçues sur le dimensionnement de la PAC.
C'est-à-dire que nous préconisons un dimensionnement de 30 à 40% du besoin chaud, qui peut paraître faible, ça peut être contre-intuitif, mais qui va permettre quand même un bon et haut taux de couverture entre 70 et 80%. Parce qu'en fait, la plupart du temps dans l'année, il fait des températures assez clémentes et il n'y a que quelques heures cumulées où il va faire vraiment très froid. Et donc là, c'est utile d'avoir la chaudière gaz qui sera là en secours et qui va soulager le réseau électrique. Donc ça, c'est les instrumentations. En deux, nous avons monté des académies PAC hybrides partout en France. On a eu plusieurs sessions en 2025 avec, vous le voyez, près de 200 participants informés, accompagnés. C'est un partenariat avec les fabricants et leur showroom. Donc c'est sur 1 à 2 journées avec une partie théorie où on rentre vraiment dans la régulation, les schémas hydrauliques, les bonnes pratiques et une partie pratique avec justement le showroom du fabricant. Ensuite, il y a les webinaires. On a eu un webinaire en novembre dernier sur les schémas hydrauliques qui a beaucoup plu. On a eu plus de 400 participants. Mais on a aussi un webinaire à venir, petit instant pub, le 16 juin prochain, en lien avec l'association ICO. On va vous parler aussi de schéma hydraulique et d'un outil pour aider les bureaux d'études, notamment à dimensionner et à faire le schéma hydraulique en fonction que je viens hybrider 1 ou 2 usages. Ça, c'est important. Ensuite, on a également fait un observatoire des coûts et on essaye de recenser comme ça les chiffrages et les devis pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques de coûts avec des personnes qui abusent un petit peu en fonction des CAPEX. Donc c'est très important. On a la vision OPEX, coût d'exploitation, mais aussi CAPEX. Le Vecteur Gaz, qui est le magazine trimestriel gratuit de CGBAT, avec le numéro spécial sur les solutions hybrides qui est sorti l'année dernière, que vous retrouvez bien sûr sur le site internet, et la nouvelle rubrique dédiée à l'hybridation. Donc pareil, vous retrouvez tout ça sur le site internet. Tout ça est complémentaire aux ressources que vous trouvez sur GRDF, et notamment l'application Pro du Gaz ou le site sur les installateurs également. Tout ça est complémentaire. Et donc maintenant, je redonne la parole à Gauthier pour les solutions hybrides côté Butagaz. Alors, bon, on a vu les solutions hybrides justement sur la PAC. Donc, merci Karine d'avoir justement développé ça. J'ai voulu vous pas remettre une couche sur la PAC, mais plutôt partir sur une autre solution qui est la biomasse. Alors, la biomasse, chez le particulier, ça reste des petites chaudières qui fonctionnent plutôt bien en général, bien qu'une relève peut être aussi envisagée afin justement quand il y a une panne de la biomasse, parce que le problème de la biomasse, c'est que si c'est mal séché, si c'est le genre de jeu, si la plaquette de bois n'est pas forcément bien calibrée, on peut vite avoir des pannes, on peut vite aussi avoir beaucoup d'électronique dedans. Et ça a marché les 2-3 premières années de manière un peu au cordeau, que je ne sais pas leur suite. Le problème, c'est que derrière, on peut vite avoir des défaillances et il faut une relève, parce qu'en plein hiver, tomber en panne, vous connaissez les clients certainement mieux que nous, en tout cas en client final. C'est jamais agréable et du coup à ce moment-là, il faut quand même quelque chose qui fonctionne. Donc la relève biomasse, y compris chez particules, fonctionnait. Mais j'ai fait un focus plutôt un peu sur le professionnel, et y compris où on peut faire l'hôtel-restaurant également, un petit hôtel-restaurant que vous touchez au quotidien. Le problème de la biomasse, c'est que d'un instant on part sur des chaudières un peu plus grosses, la panne peut être rapidement très handicapante, et surtout, c'est des pannes qui coûtent très cher. Le CAPEX déjà initialement coûte très cher par rapport à une chaudière gaz, et de l'autre côté, c'est une technologie qui est récente et qui n'est pas forcément éprouvée comme le gaz. Ça, c'était le petit aparté hôtel-restaurant qu'on croise de plus en plus. Mais on a surtout le médico-social et un réseau de chaleur urbaine qui, vous allez voir, sont assez liés en fin de compte. Le médico-social, on a des petites maisons de retraite, des maisons de retraite plus classiques, qui sont équipées il y a des années parce qu'il y avait des aides de l'État et qui ont absolument besoin de cette relève en gaz. Tout simplement parce qu'en fin de compte, ce que j'expliquais, des pannes sont assez régulières et surtout il y a un entretien annuel à l'année et une maison de retraite ne peut pas se passer de chauffage. Donc cet entretien annuel, il dure entre 1 et 3 semaines sur la taille de la chaudière et on a forcément besoin de cette relève en cas d'entretien, de panne et surtout, dans tous les cas, on peut même avoir un appoint des fois. C'est-à-dire que c'est pas qu'une énergie de relève, c'est pour ça que je l'ai dit sur le réseau de chaleur urbain, mais c'est valable aussi pour le médico-social. Quelle est la différence entre relève et appoint? Vous le connaissez certainement. Mais la relève, c'est juste du secours. C'est-à-dire que quand c'est en panne, ça prend le relais. De l'appoint, on a notre chaudière biomasse qui est dimensionnée, mais on a aussi la chaudière gaz qui fonctionne en parallèle pour venir justement en appoint faire le complément. Et pourquoi j'ai mis 1200 heures par an, ça les bureaux d'études le savent, c'est que quand vous cherchez une ENR tout simplement pour décarboner le bâtiment, le médico-social ou le réseau de chaleur urbain qui va venir connecter plusieurs bâtiments, il faut forcément une ENR en appoint ou au-delà de la relève, au-delà de 500 heures, ce qui n'est pas forcément le cas sur les dans toutes 500 heures, juste sur une relève classique. Mais pourquoi est-ce que le gaz est intéressant? C'est qu'en fait, dès l'instant ça se coupe,
il y a un petit boîtier qui permet de faire la bascule et ça se déclenche directement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est intéressant de basculer sur du gaz. Et on est bien sûr avec du biopropane et cet ENR qui permet de répondre à ces contraintes. Et je vous ai parlé de bâtiments critiques en raccordé. Les bâtiments critiques, on a les hôpitaux sur les eaux de chaleur urbain, on a les médico-sociales. Et aujourd'hui, c'est vrai que le biopropane, c'est pas une énergie qui est connue, surtout dans l'ENR, et c'est dommage parce qu'en fin de compte, on a vraiment une belle carte à jouer pour vous accompagner dans vos problématiques de relève. Donc en effet, la solution énergie réactive, ce que j'ai mis, respecter les engagements environnementaux de vos clients, et simplement, l'entretien facile sur l'équipement, ça je ne l'apprends pas en tant qu'installateur chauffagiste. Aujourd'hui, le gaz reste quand même une énergie propre, et vous avez rarement besoin de faire des grosses maintenances afin de relancer éventuellement une chaudière gaz en cas de panne. Donc on est, entre guillemets, la parfaite solution pour venir en complément d'une chaudière biomasse qui justement peut connaître des problématiques de panne et qui est généralement très coûteuse également. Merci beaucoup. Et donc, on va passer la parole maintenant à Joachim qui représente le terrain. Donc, je te laisse la main. Merci Karine. Bonjour à tous. Alors, l'ambition de la filière gaz. L'ambition de la filière gaz est donc des professionnels du gaz est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette stratégie repose sur deux piliers distincts et complémentaires. L'installation de matériel gaz performant et le développement du gaz vert. À noter que les professionnels du gaz sont de véritables acteurs de la décarbonisation, notamment sur le pilier numéro 1, l'installation et la maintenance de matériel gaz performant, et non, comme certains retours d'expérience, un dimensionnement insuffisant de la pompe à chaleur, une mauvaise évaluation des déperditions thermiques du bâtiment, des radiateurs non adaptés aux basses températures de fonctionnement, une augmentation de recours à l'appoint électrique lors des périodes de grand froid, des consommations énergétiques supérieures aux prévisions initiales, mais également un niveau de confort parfois inférieur à celui obtenu avec la chaudière THPE remplacée. Ces records d'expérience montrent qu'un changement de générateur ne doit jamais être guidé uniquement par les aides financières ou les tendances du marché. Chaque projet doit faire l'objet d'une étude technique rigoureuse afin de déterminer la solution la plus pertinente pour le client. On va passer au slide suivant. Voici le résumé de ce tableau. L'installateur chauffagiste est l'interlocuteur de référence. Lorsqu'un particulier envisage de remplacer ou d'installer un nouveau appareil de chauffage, l'installateur chauffagiste est de loin l'acteur le plus influent dans la décision, cité par 58% des répondants. Classement des principaux influences comme le tableau l'indique. L'installateur chauffagiste, 58%. Le fournisseur d'énergie, 27%. Proches, famille, amis, 24%. Des prescripteurs d'aide à la rénovation, 19%. Des recommandations des pouvoirs publics, 17%. Des personnes en particulier, 12%. Publicité média, 4%. Et les autres, 2%. L'installateur bénéficie d'un niveau de confiance très sérieux et supérieur aux autres acteurs. Les fournisseurs d'énergie et l'entourage jouent un rôle secondaire mais significatif. Les dispositifs publics et les aides à la rénovation influencent moins les décisions que le conseil du professionnel. La publicité a un impact très limité de 4%. Le choix d'un système de chauffage repose avant tout sur la confiance accordée à l'installateur, avec 58%. Des citations, il est donc loin le principe prescripteur de relevé. Les fournisseurs d'énergie, 27%, et l'entourage, 24%. Cette étude confirme le rôle central du professionnel dans l'orientation des particuliers vers la solution de chauffage la plus adaptée à leur logement. Nous sommes des vrais influenceurs. Les leviers de la décarbonisation par les installateurs de chauffage. Les professionnels du gaz sont des acteurs de la décarbonisation car tous les jours vous faites des actions d'amélioration de la performance énergétique des installations de chauffage et donc des émissions de CO2. Les leviers de la décarbonisation pour les installations de chauffage au gaz les plus notables sont l'optimisation de la boucle à eau chaude par l'installation de robinets thermostatiques, mais pas que, de thermostats filaires ou connectés,
également de son extérieur, de calorifuge. Ceci représente un gain, comme l'indique le tableau, de CO2 compris entre 5 et 10%. La maintenance des équipements de type chaudière, pompe à chaleur hybride, des emboîtes de la boucle à eau chaude représente un gain de CO2 compris entre 8 et 12%. La conversion d'énergie comme le passage du fuel au gaz ou le remplacement d'appareils par des appareils plus performants comme une chaudière THPE, une pompe à chaleur hybride gaz, représente un gain de CO2 compris entre 15 et 70%. L'hybridation consiste à ajouter à une installation existante un appareil performant de type pompe à chaleur en add-on, photovoltaïque, panneaux solaires thermiques. Ceci représente un gain de CO2 compris entre 10 et 70% également. Enfin, un contrat de gaz vert permet la décarbonisation fonction de la quantité de gaz vert dans l'offre choisie chez votre fournisseur. Le gain de CO2 est compris entre 5 et 80% pour les contrats de gaz vert à 100%. Le tableau est très bien explicite. Voilà, la comparaison des émissions de CO2 par énergie. On va mettre le tableau, voilà, le tableau est en face de vous. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, le GPL butane-propane émet environ 72% de CO2 en moins que le fioul domestique. Le gaz naturel permet une réduction d'environ 80% des émissions de CO2 par rapport au fioul selon les éléments présentés. Les énergies renouvelables telles que le bio-GPL et le biométhane affichent les niveaux d'émissions les plus faibles. L'électricité en France, grâce à son mix énergétique majoritairement décarboné, présente également un bilan carbone nettement inférieur à celui des énergies fossiles traditionnelles. Conclusion, le fioul, comme vous pouvez le voir, demeure l'énergie la plus émettrice de CO2 parmi celles comparées. Les solutions telles que le GPL, le gaz naturel, l'électricité, le bio-GPL et le biométhane permettent de réduire significativement l'empreinte carbone des bâtiments avec un avantage particulier pour les énergies renouvelables, bio-GPL et biométhane. La filière gaz se mobilise. Pour se mobiliser, la filière gaz accompagne les clients en proposant des contributions financières allant de 400 € hors taxe par dossier dans les cas suivants. Quand vous remplacez une chaudière B1 par une chaudière à très haute performance énergétique dans un logement collectif, raccordé à un conduit individuel et surtout bien individuel, sous condition que vous ayez la mention conduit de fumée. La conversion d'une installation fuel vers une installation de gaz, il y a également 400 € hors taxe. Lorsqu'un client a souscrit une solution de financement auprès de la banque de son choix, on a laissé libre choix au client qui puisse négocier directement avec son propre banquier pour financer des travaux de rénovation énergétique au gaz. Ces aides, je le rappelle, est limitée à 3 dossiers par professionnel du gaz, donc un PG, afin de permettre au plus grand nombre d'entreprises d'en bénéficier. On se garde le droit, si au cas certains installateurs ne déposent pas de dossier, de pouvoir augmenter la capacité par installateur afin de permettre d'arriver aux 1000 dossiers prévus dans ce dispositif. Les dossiers doivent être déposés sur le site lesprofessionnelsdugaz.com dans l'espace professionnel. Ces offres sont réservées aux professionnels du gaz et soumises à présentation premièrement du certificat de conformité modèle 2 obligatoire, le CC2 vulgairement, et de la preuve du financement de votre banque, qu'on puisse vous aider. Je le rappelle que toutes ces offres ne sont pas cumulables entre elles. C'est-à-dire que si vous avez une subvention pour le conduit de fumée, vous ne pouvez pas jumeler les 400 € de la décarbonisation. Nous allons arriver au slide suivant. Alors, c'est le renforcement des sanctions. Alors, je suis en tant que président d'Habitat Plus, je me dois de vous rappeler que le certificat de conformité modèle 2 est obligatoire pour les bâtiments d'habitation
et à compter du 1er juillet 2026 également dans les ERP de 5e catégorie, moins de 20 personnes, c'est-à-dire 19 ou moins. Pour toute intervention d'installation ou de modification sur l'installation de gaz, c'est-à-dire vous remplacez un appareil, vous touchez à l'installation de gaz, ce certificat de conformité est obligatoire. Je le rappelle que l'absence du certificat de conformité modèle 2 entraîne une sanction comprise entre 1 500 et 7 500 € d'amende. Je rappelle également que les contrôles ont débuté auprès de certaines entreprises par les DREAL. Je ne dirai pas le nom des départements ni des secteurs, mais les premières sanctions commencent à être prononcées et sont tombées. Je fais un petit résumé. En conclusion, il est essentiel de mettre la bonne énergie au bon endroit en fonction des besoins réels du client, du type d'habitation et de la performance globale du bâtiment. Notre rôle de professionnel est d'analyser chaque situation dans son ensemble: isolation, système de chauffage existant, usage du logement, budget en attente du client. Il n'existe pas de solution universelle comme certains veulent nous le proposer. Les bonnes pratiques consistent à proposer des solutions adaptées et pérennes et non à suivre systématiquement les effets de mode ou les tendances du marché. Sans étude préalable, une installation performante est avant tout une installation dimensionnée avec rigueur et bon sens. Nous sommes des entreprises responsables, attachées à la qualité de nos réalisations, à leur durabilité et la satisfaction de nos clients. Ça, c'est notre cheval de bataille. C'est pourquoi nous devons privilégier la performance réelle, la rentabilité sur le long terme et la fiabilité des équipements. Comme un bon professionnel, les chaudières gaz à très haute performance énergétique, associées à une installation bien conçue et bien entretenue, conservent toute leur pertinence dans de nombreux logements. L'objectif n'est pas de vendre une technologie plutôt qu'une autre, mais de proposer la solution la plus adaptée aux besoins du client et aux caractéristiques du bâtiment. Être un véritable professionnel, c'est conseiller avec objectivité, installer avec expertise et garantir des performances durables. Merci de votre écoute et je passe la parole au maître du temps. Eh bien, merci à vous trois pour la richesse de vos interventions. Tu as une petite conclusion? Oui, ben on va poursuivre de toutes les façons. C'est très rapide. Oui. Du coup, je voudrais nous inviter à être optimistes face à tout ce qu'on vient de se dire. Rappeler que l'ambition du RDF est effectivement de sortir le plus rapidement du gaz fossile et le remplacer par le gaz vert produit localement, qui a de nombreux atouts, création de postes, gestion des déchets, d'engrais d'origine naturelle, renouvelable, en tout cas c'est des postes non délocalisables. Et donc, comme l'a un peu dit Joachim en guise de conclusion aussi, de voir qu'on a besoin de solutions robustes, économiquement soutenables et acceptables pour tous. Et donc de ce fait, on a besoin d'une mixité énergétique, elle est incontournable. Et donc la solution, on le voit, c'est pas de tout électrifier, mais de combiner les énergies intelligemment. Mais voilà, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Joachim tout à l'heure. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci pour vos interventions très concluantes et très concrètes surtout. Et puis, passons aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On y répondra avec grand plaisir. Tu as des questions? Est-ce que vous avez des questions? Dans un contexte un peu plus général et peut-être des questions qui reviennent assez régulièrement, si en attendant que Karine peut-être que ça réagisse dans le chat. Voilà. Il y a des questions qui sont régulièrement posées, notamment sur peut-être cette incompréhension vis-à-vis du gaz vert. Alors effectivement, aujourd'hui, si on se met à la place d'un client, qu'est-ce que ça change concrètement l'arrivée du gaz vert dans un projet? Est-ce que ça modifie par exemple son choix d'équipement ou plutôt sa manière de consommer? Donc,
libre à vous de répondre et puis d'animer. Alors très rapidement, merci de la question parce que je suis passée rapidement sur le biométhane, mais il est important, comme l'a dit Gauthier, le biométhane, c'est la manière de le produire qui est différente, qui est renouvelable, puisqu'elle est faite à partir de la fermentation de déchets organiques, mais l'objectif final, c'est d'arriver à du méthane, à du CH4. Donc d'un point de vue moléculaire, si je prends un microscope, c'est exactement la même molécule qui va être injectée dans le réseau. Et donc le réseau de gaz va accueillir à la fois la molécule verte et la molécule fossile. Fossile n'étant pas un gros mot, étymologiquement, c'est juste que ce gaz était là depuis des millions d'années dans les profondeurs de la Terre et qu'on vient le chercher. Mais il y a effectivement deux problèmes à ce gaz-là, c'est que sa quantité est limitée, puisqu'en fait il met des millions d'années à arriver. Donc si mon pas de temps était le million d'années, je pourrais dire que c'est l'énergie renouvelable, hein, je fais exprès pour choquer, mais sur le pas de temps de l'échelle humaine, le gaz fossile n'est pas renouvelable. Donc effectivement, il a été produit il y a des millions d'années, on vient le chercher, et donc demain il n'y en aura plus si on en consomme trop. Et en plus, il pollue, la manière de l'extraire. Donc effectivement, l'objectif est de remplacer ce gaz fossile par le gaz vert. Donc la génération de gaz vert, en fait, ça va être les bactéries qui vont créer du biogaz dans un premier temps, à hauteur de 50%, puis on va épurer ce biogaz qui va devenir du biométhane. Donc en termes étymologiques de vocabulaire, c'est important de bien comprendre, parce que des fois dans la littérature on peut voir les deux. Le biogaz, c'est le résultat direct de la fermentation naturelle des déchets organiques, et ensuite, via l'épuration, on va enlever le reste de soufre, de CO2, d'eau, etc., pour avoir 99% de CH4. Et une fois que ce CH4 est validé, il y a un chromatographe qui va analyser la qualité de ce biométhane produit, on ouvre les vannes et on l'injecte dans le réseau. C'est comme s'il avait montré un peu le passeport à l'aéroport, mais là on a vérifié, il a les mêmes caractéristiques physico-chimiques que le gaz dit fossile, et donc ma chaudière, les conséquences sont géniales. Ça veut dire qu'il peut utiliser l'infrastructure amortie, le réseau de gaz, il peut utiliser tous les équipements. Donc Madame Michu qui voulait mettre du gaz avec un équipement classique, elle est déjà, sans le savoir, compatible avec du gaz vert. Donc aucune incidence sur le matériel et sur le CAPEX, sur l'investissement. Par contre, effectivement, d'un point de vue OPEX, il y aura un contrat d'énergie avec une garantie d'origine pour prouver que mon gaz est vert. Donc il y a juste une démarche, mais sur la partie OPEX et non pas CAPEX. Écoute, merci beaucoup, Karine. Je rajouterais juste une petite chose, et tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, c'est du local, oui, non délocalisable, et ça fait vivre aussi la source. La filière agricole. Ouais. Très important, C'est clair. puisque souvent on entend dire qu'ils sont en souffrance. Oui. Gauthier, tout à l'heure tu as parlé dans le secteur du médico-social de continuité des services. Du coup, effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de performance énergétique. Dans certains bâtiments, effectivement, la priorité est donnée à cette continuité des services. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les solutions hybrides aujourd'hui prennent vraiment tout leur sens? Voilà, tu peux nous en dire un petit peu? Oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, le médico-social ou même d'autres secteurs d'activité, hein, j'ai pris vraiment le secteur critique, mais tous les secteurs d'activité économique ont besoin d'une continuité de service. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une coupure de chauffage, même pour des employés. On a, nous, dans le secteur rural, on a des bâtiments qui sont liés, mais même chez le particulier. Le particulier, pour faire référence, qu'on est quand même sur ce schéma-là, dans la ruralité, on n'est pas sur des petits appartements. En général, les gens ont des maisons. Et aujourd'hui, électrifier des maisons, c'est bien, mais ça ne peut pas répondre à tout. C'est-à-dire que du chauffage électrique sur des grosses pièces, c'est compliqué. Donc mettre une chaudière gaz avec un chauffage central, ça a complètement son sens déjà. Et en plus, on a la solution de décarbonation avec le biopropane. Et ce biopropane, l'avantage, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est une technologie éprouvée, rééprouvée, et la quantité de services, on l'a. Ça peut vite être dépanné. C'est des pièces qui sont faciles à trouver. Et pour en revenir aux professionnels sur le médico-social ou sur d'autres secteurs d'activité, aujourd'hui, c'est pas entendable, et on le sait, hein, on est habitué à un certain confort, il faut dire les choses, et c'est compliqué d'expliquer aux gens, aujourd'hui, vous n'avez pas de chauffage. C'est important que, aussi bien pour l'énergicien que nous sommes, mais aussi pour l'installateur à qui on s'adresse aujourd'hui, d'avoir un client qui soit, entre guillemets, content, qui se dit, ça roule, il a fait l'entretien annuel, tout se passe bien, et quelque part, c'est la satisfaction du client au global, et on compte aussi sur vous, au niveau terrain, pour accompagner justement cette transition énergétique, cette mixité énergétique. Et justement, cette électrification ne pourra pas tout permettre. Aujourd'hui, la continuité de service, on va prendre une pompe à chaleur, pure et dure, c'est une pompe à chaleur qui tombe en panne d'un compresseur. Vous connaissez mieux les coûts que moi, mais si je dis pas de bêtises, on est autour de 2500 € TTC compresseur, quelque chose comme ça. Mine de rien, ce compresseur, on l'a pas du jour au lendemain. Une pièce aujourd'hui chez Gaz,
c'est généralement des pièces simples qui sont faciles à avoir. Donc ça reste aussi même de la tranquillité pour l'installateur, tout en pouvant décarboner en plus son client directement. Et dans la réalité, j'insiste, on est sur des maisons qui sont quand même en général plutôt conséquentes. Donc il faut des systèmes de chauffage capables de faire monter en température et les maintenir à moindre coût, avec des capex entre guillemets raisonnables, et un coût gaz qui reste aussi raisonnable, y compris en verre, par rapport à l'électricité. Donc on a vraiment des solutions à vous apporter. Merci pour un retour. Ouais, donc on a des questions, notamment une question de Caroline ou une suggestion. La TVA à 20% ne nous aide pas avec la PAC hybride. Qu'en pensez-vous? Oui, et ça, malheureusement, c'est le pouvoir public qu'il faudrait les inviter à suivre ce webinaire, n'est-ce pas? Non, mais blague à part, oui. Eh ben, il faut insister en tant qu'installateur sur tous les atouts, et je pense qu'il faut rester pragmatique, et votre client, s'il sent que vous êtes honnêtement intéressé à lui apporter la meilleure solution, mais ça, vraiment, Joachim a très bien fait le job, c'est-à-dire des études techniques, où vous allez présenter, en fait, vous allez dire, ok, vous voulez mettre que de l'élec parce que le gouvernement a dit que c'était génial, ben ok, on va chiffrer, on va regarder ce que ça fait. Et il faut vraiment être pragmatique et lui dire, ben voilà, les solutions c'est ça, ça, ça. Et en général, si vous faites bien le job, et lui expliquer un petit peu le biométhane, le mix énergétique, parce que le client, comme ça, il devient sachant. Et il se dit, ben oui, en fait, c'est super le biométhane, la filière agricole, Joachim en parlait. Donc, je pense qu'il faut vraiment compter sur le bon sens du client et lui faire confiance et lui montrer que vous, en fait, ben, vous n'avez pas de parti pris. Il veut mettre que de l'élec, ben, c'est lui qui paiera les factures, en fait. Que vous êtes dans la même équipe, au final, vous voulez son mieux. Donc, votre but à vous, c'est pas, voilà. Donc, si vous faites une étude vraiment sensée, rigoureuse et neutre, techniquement, qui est objective, et ben, en présentant les choses comme ça, je pense qu'après l'entonnoir se resserre sur la PAC hybride. Mais j'entends, ceci dit, j'entends tout à fait, Caroline a raison. Mais là, ça ne dépend pas de moi. Hein. J'aimerais beaucoup. Mais... Bon, on va prendre une autre question de Jérôme. Bonjour. Compte tenu des tensions sur Hormuz, aura-t-on suffisamment de gaz pour faire face aux pointes de cet hiver, et notamment avec l'amplification de la présence des PAC? Oui, alors oui, merci de cette question. On l'avait pas prévue, mais elle arrive à point. Et ça me permet de casser des idées reçues. Donc oui, on a assez de gaz. Pour votre information, depuis la guerre en Ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine est plutôt victime de tout ça. Donc en 2022, c'était le directeur général de GRT Gaz, qui s'appelle maintenant Natran, à l'entrée d'hiver, qui faisait une conférence, alors, on la retrouve sur YouTube, mais c'était très bien, qui expliquait justement, pour rassurer les Français, aura-t-on assez de gaz? Je vous spoil, mais oui, à chaque fois on a assez de gaz. Et c'était en lien avec le stocker. Comme vous le savez ou pas, il y a une filiale qui s'appelle Storengy qui gère une quinzaine de sites de stockage répartis en France. Donc c'est une nappe aquifère ou des cavités salines, des mots barbares pour dire qu'on va mettre du gaz comprimé dans les profondeurs de la Terre, et on a des réserves jusqu'à 3 mois de consommation hivernale. Et ça, c'est quand même génial. C'est comme si vous êtes une maison, vous êtes en plein Covid, les supermarchés sont fermés, et on ouvre une porte magique, on a une cave avec 3 mois de denrées fraîches alimentaires. C'est génial. Et biométhane, ça serait mon potager, si je fais la métaphore jusqu'au bout. Donc en fait, on a ce stock qui est important. On a aussi, il faut le savoir, en paysage énergétique, nos consommations qui baissent. Alors même si on diversifie les usages avec la mobilité, gaz notamment et transport de biens et de personnes, les marchandises, on a quand même une consommation qui baisse. Donc le gaz, il y en a en quantité suffisante, mais ces contextes géopolitiques et ces guerres qu'on ne peut pas prévoir nous rappellent que oui, il faut être local. Quand on dit consommer local, ça vaut aussi pour l'énergie. Et donc il vaut mieux aider l'agriculteur du coin, et en tout cas, voilà. Enfin, moi je suis convaincue, et je pense aussi, il y a tellement de leviers positifs quand vous consommez du biométhane, création d'emplois, parce que les méthaniseurs, il y a aussi une ingénierie européenne, et là je fais écho aux PAC souvent asiatiques, donc, et puis ça crée des emplois, on l'a dit, non délocalisables, mais ça permet aussi d'épandre le digesta. Le digesta, c'est quoi? C'est le résidu solide de l'opération de fermentation. Parce qu'on a parlé de ce biogaz, cet or qui nous intéresse, parce que c'est ça qui est intéressant, qui est revendu, mais aussi la partie solide, donc tout se récupère, c'est ça qui est génial, la partie gazeuse et la partie solide, qu'on appelle digesta, qui va être épandue, qui va permettre de se passer d'engrais d'origine fossile. Donc on voit quand même tous les atouts, et aussi tout ce qui est déchets. Vous savez qu'aujourd'hui, traiter des déchets, ça coûte cher. Des fois, ça coûte plus cher de les valoriser que de les supprimer. Donc les déchets, c'est un vrai enjeu. Et il y a des projets agricoles territoriaux, donc il y a plusieurs types de projets de biométhane, mais il y a aussi des projets agricoles tout court, où il y a assez de ressources de l'agriculteur, le lisier, le fumier, enfin il est autonome.
très bien, mais il y a des projets où il y a une belle économie circulaire, et c'est un vrai exemple, ça reflète bien, agricoles territoriaux, on va céder des ressources de la commune. Ça peut être l'herbe qu'on va couper, ça peut être les déchets de la cantine des enfants qui n'ont pas fini leurs assiettes, c'est pas bien, et donc tout ça va être valorisé, et c'est de l'énergie. Et donc là, on a vraiment une économie circulaire, donc on voit vraiment que ces déchets, sinon on aurait fait quoi? On les aurait brûlés, enfouis, voilà. Donc voilà, et vraiment tous ces écosystèmes-là. Donc moi je ne peux que vous inviter à consommer local, à consommer vert, pour effectivement réduire notre dépendance à tous les autres pays. Sachant que, je mets le pied dedans même s'il n'y a pas eu la question, le gaz russe c'était 17%, c'est 11% maintenant, donc on n'est pas non plus si dépendant que ça, contrairement à l'Allemagne ou à d'autres pays. Chaque pays a son paysage énergétique à avoir en tête, on est quand même un pays avec le nucléaire très fort, et nous on a une belle dépendance par contre au GNL, le gaz naturel liquéfié, donc on a des terminaux méthaniers qui vont permettre de regazéifier le gaz qui arrive en méthanier avec des gros paquebots de gaz. Donc c'est plutôt ça notre... Nous, on a plutôt un pays, on va importer du gaz pour l'instant. Un jour, je rêve avec du biométhane partout où on va exporter ce gaz vert, mais pour l'instant, on est plutôt sur des usines de gazéification où on reçoit ce gaz. Et les États-Unis, par exemple, eux sont une logique complètement inverse avec le gaz de schiste où ils vont exporter et ils ont des usines de liquéfaction où le gaz part dans les bateaux puisqu'ils voyagent liquéfier le gaz pour en mettre plus sur les bateaux. Donc rassurons-nous et disons-nous que tout ceci pèse dans la balance qu'il faut consommer local et réduire nos consommations. Donc on l'a dit, sobriété, efficacité énergétique et réduction par la décarbonation avec le biométhane. Voilà. Une question pratico-pratique aussi qui revient régulièrement, plutôt côté terrain, mais vous pouvez rebondir également là-dessus, sur cette question-là. Effectivement, aujourd'hui, lorsque des projets se concrétisent, quel est le critère qui fait, entre guillemets, basculer vers la solution hybride, plutôt hybride gaz, plutôt qu'une solution unique? Est-ce que ce serait plutôt la performance, plutôt le coût, ou la contrainte technique? Alors, il y a premièrement le coût. Effectivement, le coût. Alors, Karine l'a dit, et l'auditeur l'a dit aussi, c'est le problème de la TVA. Oui. La TVA, ça remonte énormément le coût. Après, c'est pas tout à fait une mauvaise solution. Une chaudière hybride, c'est complémentaire. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une puissance électrique inférieure par rapport à une pompe à chaleur classique. Ça permet d'avoir deux énergies, si pour X raison il y avait quoi que ce soit. On sait très bien que la plupart du temps d'une hybride gaz, elle marche à 80% en gaz, parce que quand on a des températures très très froides, l'avantage c'est qu'elle reste intelligente, elle prend la relève d'elle-même, elle laisse sa partie électrique de l'autre côté. Et on a aussi, on le dira, le tout électrique ne peut pas exister à l'heure actuelle parce que de toute manière on n'a pas premièrement assez de puissance électrique. Deuxièmement, on a aussi en zone rurale, campagne, où on n'est pas du tout desservi en moyens et puissance électrique suffisante pour les installations. Donc il y a un trou dans la raquette énorme. Après, on le redit, et c'est vrai que la méthanisation, l'avantage, c'est local, mais c'est aussi un circuit court. C'est ça aussi. Le transport est très très court et très intéressant. Mais les contraintes, effectivement, c'est déjà à la base le taux de TVA, le reste à charge qui reste énorme. Les aides aussi. Oui, merci pour ton vous voulez, non? C'est tout un engrenage. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure en aparté, mais il y a un non-sens en France, mais je pense que c'est la France qui veut ça. Quand on fait des travaux induits sur une installation, voilà, on prend le système du désembouage qui reste très simple. Désembouage en montant une pompe à chaleur pure 100% électrique, c'est du 5,5. En faisant un désembouage coût isolé, c'est du 10%, et en travaux induits, c'est du 20%. Voilà. Donc ça explique les normes françaises et des incohérences. Voilà. Alors j'ai une main levée. Sylvain Breuil, si vous voulez bien prendre la parole, je vous donne la parole. Bonjour Sylvain. Votre micro est coupé. Bon, je vous donne la parole dès que vous pouvez. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser votre question en direct. Et Gauthier, quelle est la différence majeure pour un client final entre propane et biopropane? Pour un client final, donc la différence majeure, on va dire que techniquement, comme l'a évoqué Karine,
il va y avoir, c'est-à-dire que, mis à part l'option de son contrat et ses certificats de décarbonation qu'il aura, techniquement, pour lui, c'est transparent. La seule différence majeure, c'est la décarbonation et en effet un tarif qui correspond à un tarif vert, tout simplement. C'est aussi simple que ça, et c'est juste appuyer sur le bouton de l'option en se disant je souhaite faire un geste éco-citoyen, je souhaite m'investir dans la transition énergétique. Et cette transition énergétique, c'est aujourd'hui, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est une transition qui coûte, forcément, et dès l'instant où on souhaite s'engager dans cette transition, notamment par différents leviers, je vous présente tout à l'heure différents paliers, 10, 20, 30, 40%, nous, notre but aujourd'hui, c'est d'accompagner, c'est pas de dire on fait soit du 0, soit du 100, c'est de dire quel est votre budget, quelle est votre envie de décarbonation. On regarde où ça se recoupe, budget décarbonation, et une courbe, on essaie de trouver le meilleur compromis. Comme ça, on accompagne le client. Et l'avantage des clients aussi qui souhaitent investir dans cette décarbonation, mine de rien, ils participent aussi au futur projet, et ils participent à amener la France demain à du 100% biométhane, biopropane. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ce verdissement et justement cette décarbonation qui est recherchée de plus en plus, et notamment auprès de ce que sont les entreprises, les particuliers. Et étonnamment, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on était très en avance. Il n'y a pas longtemps encore, en février 2025, en Europe, puisqu'on avait une CSRD qui contraint les entreprises, mais par définition tout à la fin les particuliers, parce que plus les entreprises ont des coûts, plus les particuliers payent à la fin, parce que c'est le consommateur final. Et on a rétrogradé, parce que justement on trouvait que ça coûtait trop cher, et paradoxalement, le pays sur lequel on s'attendait le moins, c'est la Chine, qui a une cliente de la CSRD qui est beaucoup plus en sursis que la nôtre. Ils ont compris aujourd'hui que le levier, que ce soit chez le particulier ou chez le professionnel, le levier de la décarbonation, c'était une vraie valeur ajoutée pour leurs entreprises. Alors, j'ai mis à part en effet les coûts de production de la Chine, qui ne sont pas les mêmes que chez nous, mais ils ont compris que dès demain, ce serait une valeur ajoutée et que décarboner aujourd'hui leur permettrait de payer moins cher demain. Parce qu'aujourd'hui, la facture, oui, elle est là, sauf que c'est estimé entre 3 et 4 fois le prix de la facture si on ne décarbone pas, ce que ça nous coûtait demain en termes de conséquences climatiques, ce genre de choses. Donc, c'est un geste éco-citoyen, c'est de prendre toute sa part de responsabilité en se disant est-ce que je souhaite participer à ça si j'ai les moyens. Évidemment, on connaît tous les contraintes budgétaires de chacun, mais les gens qui en ont les moyens, en effet, c'est peut-être bien aussi de les guider en disant aujourd'hui, si vous souhaitez participer à cette transition, vous êtes les bienvenus. Et en plus, que ce soit le méthane, le biométhane ou biopropane, on vous offre des possibilités de moduler votre budget, votre décarbonation. Donc, pour répondre à la question, transparence sur la technique. Par contre, en effet, il y a un budget à prévoir. Et il y a une décarbonation qui accompagne en plus avec des certificats. Donc, quelque part, il y a aussi une contrepartie. Sylvain prochain. Ah oui, Sylvain, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, juste avant de clore, on va terminer par votre intervention. On vous écoute. Oui, j'ai deux questions très très rapides. Bon, qu'en est-il pour vous de la filière des combustibles de synthèse, carburant et combustibles de synthèse, puisque à peu près c'est la même chose? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous ne craignez pas à terme une crise des déchets? Parce que quand on voit la projection d'utilisation des déchets par un certain nombre de filières, on voit que même à 5 ans, il y a un problème. Voilà, c'est les deux questions. Merci. La mobilité, c'est... Tu veux... Sur le carburant de synthèse, ouais. Moi, j'ai pas forcément, en toute transparence, j'ai pas forcément d'informations dessus. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis. Oui, alors pour la mobilité, je ne sais pas si la question était pour GRDF, mais nous, on accompagne la mobilité. Comme je disais, notre cible, c'est plutôt les transports de marchandises et de voyageurs. Donc, tout ce qui est réseau de bus, même à Paris, des fois, on voit écrit « je roule au biométhane ». Les particuliers, en effet, c'est plutôt un usage électrique. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux, chacun son marché. Moi, c'est intelligent, là, au moins, ça se fait bien. Et l'autre question, sur les déchets. Alors, je suis ravie que vous la posiez, parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Donc, non, enfin en tout cas, je parle pour le biométhane et les autres sources de production de gaz renouvelables, parce que là on a parlé beaucoup de déchets organiques, mais sans mot-clé en fin de webinaire, il y a aussi la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale, donc il y a d'autres déchets de combustibles solides de récupération ou liquides qui va nous permettre de faire du gaz de synthèse qui, une fois épuration, va nous permettre d'avoir du CH4. Nous c'est ça, dès qu'on est en mode gaz, on peut le stocker et c'est gagné. Et non, il n'y a pas de problématique, on aura toujours des déchets. Alors oui, l'objectif
l'objectif est de les réduire, mais vous aurez toujours une peau de banane quand vous mangez une banane, normalement. Hein, on va pas faire des bananes sans... Non, ce que je veux expliquer, c'est que il y a les déchets, en tout cas, il y a des études. Alors, il y a une étude de l'ADEME qui répond à ça, mais de manière générale, même avec la biomasse, il n'y a pas de concurrence et il y aura assez de déchets, sachant que l'objectif, c'est vraiment de faire une économie circulaire et d'utiliser des déchets qui existent déjà, d'accord? Donc, en fait, c'est plus une valorisation de déchets existants, même s'ils sont tendance à réduire, mais en tout cas, voilà, pour vous répondre et vous rassurer, on pourra vous envoyer les liens utiles, mais oui, il n'y a pas de souci de sourcing de déchets. C'est plutôt même une solution. On va venir traiter des déchets qui on était ça sur les bras. Voilà. Ça répond à votre question, ça va? Oui, oui, tout à fait, mais enfin bon, je ne sais pas à quel document vous faites référence, mais les documents chez Blem-là ciblent quand même un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a d'autres filières qui s'intéressent énormément aux déchets, hein, donc vous le savez. Hein, donc, voilà, en tout cas, on vous enverra. Merci beaucoup. On fera suite. Je note. Très bien, bah écoutez, encore merci à nos intervenants et aux participants à ce webinaire, et on vous dit à un très